Salut, donc on en était au passage où Bill Tompkins venait nous dire que tout ce qu'on avait dans nos livres et dans nos écoles comme instruction et comme enseignement était basé sur des instructions draco-reptiliennes et donc ce étaient des fausses informations. Euh, il nous avait parlé du fait qu'ils avaient envoyé, ils avaient reçu un espion qui leur avait parlé de ces sites de production de centaines et de centaines de différents véhicules sans ailes ni queue, euh, armés de 7 différents types d'armes laser inconnues à leurs yeux, et à la suite de quoi la Navy avait envoyé des espions qui eux-mêmes revenaient donc le soir instruire des petits think tanks dans toutes les hautes écoles aéronautiques, écoles et industries qu'on avait citées, Lockheed Martin, etc. Et, et qu'il y avait un plan de mettre toute la population, mâles, femelles, enfants, au travail dans des entreprises souterraines de construction de ces véhicules, sous l'injonction des forces draco-reptiliennes, et que le but de nos fausses informations dans les livres et les écoles était que nous puissions jamais comprendre ce dont il s'agissait, quelle place nous avions nous, qui ils étaient, d'où ils venaient et quels étaient leurs plans. Tout le monde connaît cette femme, Maria Orsic, qui était donc le leader de la société Vril au début des 1900 et qui avait reçu par channeling des plans pour construire des véhicules de l'espace, des véhicules, on va appeler ça des vaisseaux, sous-entendus spatiaux. Tout le monde sait plus ou moins que le but de cette société était de dessiner et de construire un vaisseau, de mettre plein de monde dedans et de partir habiter sur une planète Utopia. Donc les Allemands ne recevaient pas juste des manuels qui donnaient des instructions pour construire des UFO, des ovnis, des vaisseaux. Ils recevaient aussi 15 types différents de véhicules de la navale, l'armée navale, la flotte Draco. Et c'est ce qui était mis en production dans ces usines souterraines. Au personnel esclave. M'excusez, j'ai un peu du mal. Le sujet est plausible. Et donc, l'amiral Rico Bata avait envoyé ses agents et qui revenaient 4 à 5 fois par semaine lui faire des rapports, ainsi qu'à toutes les entreprises de haut de gamme. Et l'amiral ne comprenait pas, et il le disait, et les autres disaient, ben nous non plus, on ne comprend pas. Mais bon, nous sommes dans une situation où des informations incroyables nous arrivent de l'extérieur de la galaxie, à propos d'au moins une race extraterrestre, mais nous savons maintenant qu'il y en a d'autres, et que ces gars sont en train de rendre en esclavage cette planète et toute sa population. Donc Bill Tompkins a maintenant une équipe de 8 personnes féminines, professionnelles et secrétaires, qui l'aident à amener régulièrement à toutes ces entreprises haut de gamme des paquets dans lesquels il y a des directives qu'il reçoit régulièrement et qu'il transmet. Donc lui, il accompagne ces paquets, il les distribue en expliquant si ça concernait la navigation, la propulsion ou autre chose. Tout le personnel prend toutes les informations avec énormément de suspicion, ils n'arrivent pas à y croire. Ce sont tous des hauts gradés dans leur fonction, de hauts ingénieurs, de hauts docteurs. Tout ça 4 ans avant même que le Concorde n'ait jamais existé. Les skunk work
en fait, hein, les projets secrets, pas le Concorde. Non. Et il contactait aussi toutes les organisations spécialisées, haut de gamme, dans la recherche, dans l'aérospatiale, dans toutes les disciplines qui pouvaient être concernées des États-Unis. Et tout ce personnel haut de gamme, même s'ils n'arrivaient pas à y croire au départ, ont réalisé par la suite que si cela était vrai, ça allait générer une vague d'intérêt incroyable, générale, qu'on comprendra bien, puisque c'est celle qui nous stimule le plus, à tous, je suppose. Il a fait des milliers de voyages avec ses paquets à distribuer. Et on voit que son travail était vraiment ardu. Il est intéressant de voir que certaines informations qu'il y avait étaient fausses, vraiment très fausses. Donc, ces informations ont été distribuées tout au long du pays, tout autour de la nation. Il commençait à comprendre qu'il y avait de la vie ailleurs dans la galaxie. C'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, 1942, par rapport donc au niveau de conscience de cette époque. Il y a encore beaucoup à dire là-dessus et il espère qu'il trouvera l'occasion de le faire. J'espère qu'il l'a fait. Et il va changer de sujet. La guerre est finie. Et il a un boulot à Northrop, une entreprise haut de gamme dont on parlait. Et il se rend compte que Northrop est en train de construire des vaisseaux immenses pour naviguer dans la galaxie. Donc, il a aussi travaillé pour Douglas. Ça paraît étonnant, mais ses compagnies le recherchaient. Il avait des flashs qui lui arrivaient dans la tête. Un petit peu comme en remote viewing. Seulement, lui, il avait une vision d'une planète et puis la vision se précisait, et puis après, il faisait ce qu'il voulait sur place. Et donc, il a fréquenté Monsieur Elmer Wheaton et Wolfgang Klemperer, qui étaient des ingénieurs meneurs de plans, directeurs de projet, qui le connaissaient plus ou moins, puisqu'il a retrouvé sur place des documents qu'il avait amenés en 1942. Il faut absolument citer sa secrétaire, qui s'appelait Jessica, et dont il souligne une ressemblance avec Maria Orchik, l'allemande. Et il se demande si toutes les deux n'étaient pas de la race nordique, qu'on appelle les grands blonds. Donc lui, il était en train de designer toutes sortes de missions secrètes que même la Navy ne connaissait pas. Et puis, le gouvernement a fondé la NASA à la suite du plan du projet Paperclip, projet trombone en français peut-être, et avec tous les savants de la NASA qui sont nazis. Mais là, à l'époque, ils sont 7 ans plus tôt. Et donc, ils avaient entrepris le plan en 3 phases que la NASA a suivi par la suite. Donc, la première phase était d'aller sur la Lune, de prendre des photos de la poussière et de revenir. La deuxième phase était de construire des centaines d'équipes de 500 soldats capables d'aller sur toutes les planètes et les lunes environnant dans la galaxie. Donc la phase 2 d'Apollo aurait été la colonisation par la Navy de toutes les planètes et de leurs lunes de notre système solaire. Et la phase 3 aurait été d'agrandir ce plan-là à 12 autres systèmes solaires alentour. Les plus proches, pour commencer. Manque de bol, Alpha Centauri, qui est une des plus proches, elle est double et il y a trop de radiation. Donc, on laisse tomber celle-là. On en prendra une autre. Et le fondement de tout ça était de devenir des commerciaux dans toute la galaxie et d'utiliser la Navy pour y arriver. Phase 4, eh ben, on agrandit ça à toute la galaxie et aux avoisinantes.
tant qu'à faire. L'Amérique développant le commerce cosmique. Donc, il refait un petit tour du côté des secrétaires. Donc, quand ils ont commencé le programme Apollo, ils avaient plus de 15 programmes différents dedans, sous-programmes. Un petit peu, quelques semaines avant que ces programmes ne commencent, des gars sont arrivés et se sont posés à Los Angeles. Ils y sont restés 3 semaines à peu près, puis ils sont venus au-dessus de Santa Monica. Il y avait 2 filles et un gars. Bien, ma secrétaire était une des 2 filles. Enfin, sa secrétaire. Et l'autre fille était dans la section propulsion. On avait donc ces 2 secrétaires dans les bureaux les plus difficiles, des sections les plus difficiles de cette ingénierie. Donc, ils sont là à faire une réunion avec tous les groupes, le gratin de tous ces programmes. Et soudain, ils ont un problème. Et sa secrétaire lui tape sur l'épaule pour lui donner... Ah non, 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 elle lui tape pas sur l'épaule. Elle lui dit télépathiquement, suggère telle solution et telle solution. Et vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois où dans des meetings, des débriefings, on avait des problèmes. De cette manière-là, j'ai pu émettre des solutions qui résolvaient tous les problèmes. Selon le principe de non-intervention, je suppose. Donc, il faut bien se rendre compte que nous sommes sous contrat de ces Nordiques. Ils sous-traitent avec nous. Ma secrétaire avait un air d'avoir 17 ans. Elle était superbe. Les deux secrétaires étaient brillantes en plus. Le 3e gars ne venait que quand elles avaient des problèmes. Il n'est pas tout le temps avec nous du tout. Elles sont tout à fait autonomes. Et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de problèmes qu'elles ont résolus. Oui, mais dans quel but? Donc, maintenant, on va s'intéresser au directeur d'Apollo, donc évidemment à Wernher von Braun et à Kurt Dubes, qui était le directeur du lancement. Et ils ont étudié toutes les solutions pour aller sur la Lune et ils ont constaté qu'ils ne pouvaient pas réaliser le contrat avec la NASA. Ça ne marcherait jamais. Donc, ils ont fait un pas en arrière et ils ont tout réétudié. Ils ont aussi étudié des douzaines et des douzaines d'autres missions. Ils détaillent un petit peu la technique et la technologie avec des microchips très, très, très délicates à l'époque. Ça, c'est dans les entreprises allemandes souterraines, secrètes. Et il va continuer sur une autre mission qu'il va détailler et qu'on reprendra sûrement plus tard.